le roseau qui plie mais ne rompt pas. C'était une belle image par rapport à ça. Donc voilà pourquoi il y a cette image-là. Et alors juste quelques mots sur moi. Donc moi, j'aime bien dire que mon métier, c'est faire briller les diamants et construire des ponts entre eux. Et l'idée, c'est pour qu'ensemble, on arrive à construire vraiment quelque chose de beau, d'harmonieux. Et donc, j'accompagne les individus et les organisations dans ça, dans le développement de leur potentiel individuel et du potentiel collaboratif, en faisant du coaching, formation, du conseil. Voilà. Et je suis dans le réseau depuis bientôt 2 ans. Ça va vite. Voilà pour moi. Alors, du coup, ce que je vous propose par rapport à ce webinaire, l'idée, l'objectif, c'est qu'on réfléchisse ensemble pour mieux aborder l'après-confinement avec plus de sérénité. Et en fait, le thème m'est venu parce que j'ai animé il y a 2 semaines un webinaire pour le réseau qui était sur le thème de la posture managériale. Et en fait, dans les échanges qu'on a eus, à la fin, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont mentionné, mais oui, mais comment ça va se passer après le confinement? En fait, il y a vraiment des choses à réfléchir sur ça. Et puis, j'avais déjà pensé aborder le thème de la résilience et je me suis dit qu'en fait, les deux ensemble allaient peut-être pas mal finalement. Et du coup, l'idée, c'est de faire à la fois en mix apport et en mix partage d'expérience. Alors, sur les apports, j'ai des apports autour de la résilience, autour d'un outil qui s'appelle l'arbre de vie, tout ce qui est réaction de notre cerveau au changement, avec un modèle qui s'appelle le modèle SCARF, qui peut permettre d'appréhender ça. Aussi, regarder les piliers d'une équipe performante et les différents types de positionnement qu'un manager peut avoir. Et puis, l'idée des partages d'expérience aussi, parce que finalement, c'est ça qui fait que voilà, on apprend les uns des autres, les autres d'autant plus, c'est d'autant plus important. Et du coup, j'ai structuré le webinaire autour de 2 temps de réflexion et d'échange. Il y aura un premier temps qui sera sur soi en tant qu'individu et un deuxième temps sur soi en tant que manager et par rapport à son équipe. Donc voilà un peu comment j'ai prévu. Je ne sais pas si ça amène des questions ou des commentaires. Ça me semble parfait pour moi. Alors, je vois qu'il y a, merci Charles, je vois qu'il y a Karine qui nous rejoint, donc je la laisse rentrer. Et donc, du coup, l'idée, alors je pense que, je ne sais pas si vous avez tous déjà assisté à des webinaires avec Zoom ou pas. J'ai juste mis ce slide parce que les sont actifs, même s'il y aura un temps d'apport. Et donc, du coup, là, ce que vous voyez, c'est une copie d'écran qui pourrait être l'écran que vous verriez. Alors, pas avec évidemment ce slide au milieu, mais en fait, si vous maximisez, et que vous cliquez en bas de votre écran sur participants et sur converser, ça permet d'ouvrir à droite la fenêtre là comme ça où vous voyez tous les participants et les conversations, le chat. Et du coup, en bas de la liste des participants, il y a par exemple la main si vous voulez lever la main pour reprendre la parole ou le tic vert, la croix rouge, enfin différentes choses qui peuvent permettre de gagner en interactivité. Donc ça, c'est l'interactivité de base. Après, bien sûr, il y aura des moments où on pourra parler et où vous serez aussi en petit groupe pour échanger. Donc voilà un peu pour ce cadre-là. Et alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de partager vous où vous en êtes et ce que vous attendez de ce webinaire. Et là, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait utiliser la fonction sous-groupe pardon, pas la fonction sous-groupe, la fonction sondage. Je me mélange les pinceaux de Zoom. Donc, vous allez voir une fenêtre qui apparaît comme ça à l'écran dans un instant avec quelques questions. Et là, je vous invite à choisir en fait les réponses qui correspondent à vous, votre opinion, pour qu'on ait une idée un peu du groupe de manière globale. Comment est-ce qu'on approche le 11 mai, dans quel état d'esprit, avec quelles opinions, quels ressentis, et puis les attentes aussi que vous pouvez avoir par rapport au webinaire. Et alors, par rapport aux attentes, bon, comme c'est un système où il n'y a que des choix que je dois définir à l'avance, s'il y a des choses que vous voulez mettre qui sont plus détaillées, n'hésitez pas à utiliser le bouton converser pour mettre dans le chat justement des éléments particuliers qui seraient intéressants pour vous. Karine, quand je mets soumettre, ça ne disparaît pas, c'est normal? Alors, ça me semble bizarre. Je ne sais. Oui, parce que d'habitude, ça s'en va. Normalement, ça doit s'en aller. Alors, peut-être Oui. on essaie de recliquer.
ou de faire un refresh de ton écran. C'est parce qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, c'est pour ça. Il faut descendre l'ascenseur. Ah oui, d'accord, il y en avait en dessous. Ah, merci. Ah, merci Catherine. Moi, j'en avais pas vu qu'il y avait d'autres. Oui, il y a 5 questions. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis. Donc, il y a Bertrand, Karine, Patrice. Je vois que 50% d'entre vous avez voté. Donc, on va garder un tout petit peu plus de temps pour les autres. Et moi, tu as ma réponse ou pas? Parce que je ne sais pas si c'est enregistré ou pas. J'ai cliqué. Alors, je ne sais pas de qui sont les réponses. Moi, je vois juste le nombre. Je vois qu'il y a 5 personnes sur 8 qui ont voté. Maintenant, 6 sur 8. Je ne sais pas qui, par contre. D'accord. Catherine, un sondage, c'est anonyme. Ah, d'accord. Bon. Merci pour l'info. Alors, il ne nous manque plus qu'une personne. Et on aura, et je vous montrerai les résultats. Mais en fait, moi, c'est Karine, mais j'arrive pas à répondre, en fait. C'est-à-dire? Mais ça, quand je clique, ça marche pas. Ah bon? Oui. Ah, peut-être qu'il y a un souci avec ton ordinateur, alors. Bon, du coup, je vais… merci de prévenir. Du coup, Ouais, je suis désolée. non, mais c'est pas grave. Hein. Du coup, je vais mettre fin au sondage. On aura une vision globale. Et puis, s'il y a un choix que toi, tu aurais mis qui n'est pas là, bah, n'hésite pas à le dire. Donc là, maintenant, je vais partager les résultats. Et donc, vous pouvez voir qu'à l'approche du 11 mai, vous vous dites, alors majoritairement, ouf, on va pouvoir ressortir et reprendre, mais pas comme avant. Et puis, il y en a quelques-uns qui se disent, oh non, on était tellement bien à la maison. Et puis, une personne qui dit, enfin, on va pouvoir en vivre comme avant. Alors, pour vous, le 11 mai, c'est, alors pour la majorité, un tournant. Pour une personne, une date symbolique, mais rien ne va changer. Et pour une autre, une libération. Quand vous pensez au déconfinement, vous vous sentez plus de la moitié tranquille, un certain nombre content et puis une personne impatiente. Et pour préparer l'après-confinement, alors majoritairement les préparatifs sont en cours, ça devrait aller. Et puis et puis les autres, tout est dans l'ordre, donc en fait ça va. Et par rapport à vos attentes, il y a plus de la moitié qui sont curieux de ce qu'on peut dire sur ce thème. Et puis un certain nombre qui veulent discuter des enjeux de la reprise, développer leur résilience, et puis aussi qui sont friands des webinars du réseau et autres. Alors autres, je ne sais pas ce que c'est. Donc s'il y a des choses particulières, n'hésitez pas à le dire maintenant, enfin dans le chat ou même oralement. Non, rien de particulier. Ok, j'avance alors. Alors, du coup, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a il y a à chaque fois des majorités de points de vue, mais il y a quand même aussi des visions un petit peu différentes et on est un petit nombre là. Donc, ce serait intéressant de se dire à une échelle beaucoup plus grande, quels seraient les résultats et on peut parier, enfin moi je mettrais ma main à couper qu'on aurait une beaucoup plus grande variété encore des réponses. Alors, du coup, j'ai envie de rentrer avec vous directement sur le thème qu'est-ce que c'est que la résilience? Alors, ça vient du latin, résiliere, ça veut dire rebondir. Et on l'utilise, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus. Et finalement, en creusant beaucoup sur ça, donc moi j'ai lu pas mal de choses de Boris Cyrulnik, de scientifiques, de psychiatres, psychologues, accompagnants, etc. Et c'est intéressant de se rendre compte que dans la vie quotidienne, on parle beaucoup de être résilient, comme si c'était une qualité, comme si c'était un état, un attribut. Et en fait, c'est plutôt un processus. C'est le processus qui fait, et donc là, la citation, c'est d'après Boris Cyrulnik, qui fait que ça nous permet de reprendre un nouveau développement après une agonie psychique.
Alors, le terme agonie psychique, il est très fort, mais il fait référence au fait que dans la vie quotidienne, dans notre vie en général d'humain, il y a toujours des moments où on peut vivre ce qu'il appelle des épreuves. Ça peut être le deuil de quelqu'un, ça peut être voilà, une perte, et ce sont ce qu'il appelle des épreuves qui sont différentes de ce qu'on appelle un traumatisme. Traumatisme ou agonie psychique, c'est selon lui, c'est je ne peux plus penser, je ne sais plus qui je suis, je suis complètement comme si j'étais hébétée en fait. Alors qu'une épreuve, et on peut tous en vivre dans nos vies, ça peut être quelque chose de très triste, de très difficile à vivre, mais qui ne change pas notre identité, qui ne bouscule pas le fonctionnement de notre cerveau en fait, et notre compréhension de la vie. Une autre définition de la résilience que j'ai trouvée, et je trouve qu'il est assez proche, mais j'aime bien la manière dont c'est expliqué, c'est s'ancrer dans le présent, avoir appris du passé et se préparer à l'avenir. Et c'est le même lien, et c'est pour ça que j'ai pris l'image du roseau, du fait que voilà, il y a des choses qui vont se passer, des traumatismes, des choses difficiles qui vont se passer, mais finalement, on arrive à se projeter, on arrive à continuer à se développer en tant qu'être humain, et on ne reste pas complètement bloqué, hébété, à la limite, entre guillemets, de ce que vous pourrez imaginer, de la folie ou de choses comme ça. Donc ça, c'est les définitions de base. Après, j'ai envie de vous demander, quand vous voyez cette image-là, qu'est-ce que vous voyez? Et là, du coup, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à enlever vos... remarquez, ce serait peut-être plus intéressant d'écrire dans le chat pour voir les différentes réponses. Donc, le chat, c'est quand vous cliquez sur « Converser ». Alors, il y a une personne qui dit un chat, une autre un corbeau taquin, un corbeau en premier, puis un chat, un oiseau. Alors, j'adore parce que moi, quand j'ai vu cette image-là, aussi au départ, j'ai pensé à l'oiseau. Et en fait, c'est un chat. Et oui, effectivement, il y a un œil, mais en fait, si on regarde bien, donc là, je vais avec ma souris, je vais tourner. Ça, c'est la tête du chat. Donc, il y a son museau qui est là. En fait, il a la tête complètement tordue comme ça. Et donc, il y a un œil qu'on voit très, très bien. Et puis, il y a un œil qu'on voit moins bien. Et ça, évidemment, c'est son oreille. Et pourquoi je vous ai montré cette image-là? Vous avez sûrement vu d'autres contextes où on montre parfois l'image d'une dame âgée, l'idame d'une jeune femme, et puis on voit l'un ou on voit l'autre. C'est qu'en fait, à partir de la réalité telle qu'on la vit, finalement, on peut tous avoir des perceptions différentes. Et donc, tout à l'heure, quand je donnais la définition, un peu la différence entre traumatisme et épreuve, et le fait que quand on parle de résilience, on parle de résilience, de reprendre son développement par rapport à un traumatisme qu'on a vécu qui nous a mis dans un état d'agonie psychique. En fait, il y a un élément qui est un élément factuel de ce qui se passe, mais il y a aussi comment on interprète ce qui se passe. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il y a des études qui ont été faites où on a pris par exemple des jumeaux qui ont grandi dans le même environnement, qui ont vécu avec les mêmes parents, qui étaient nés en même temps, la même époque, etc., et qui, ayant vécu dans la même famille, pouvaient percevoir finalement et vivre différemment l'éducation qu'ils ont eue. Et ça pose la question de qu'est-ce qui fait ça en fait? Et finalement, on se rend compte que c'est la manière dont notre cerveau fonctionne, où en fait notre attention ne peut pas être 100% complète. On est limité par nos 5 sens. Par exemple, là, certains d'entre vous avaient vu un œil, d'autres ont vu les 2 yeux. Et ça, c'est notre attention qui va se focaliser sur certaines parties de la réalité. Et du coup, qui nous donne une perception qui est toujours partielle, qui n'est jamais globale. Et au fur et à mesure de notre vie, ça fait, donc quand on prend ces jumeaux-là, au fur et à mesure de leur vie, ça fait que du coup, ils ont des perceptions qui sont de plus en plus différentes parce qu'ensuite, le cerveau, au fur et à mesure de son expérience, développe des croyances en fait, développe des schémas de se dire, ah bah tiens, ça plus ça, bah, ça fait ça. Si je fais ça, bah, il y aura telle conséquence. Et on développe des croyances, on développe des interprétations du monde. Et ensuite, à partir du moment où on a développé ça, on a tendance à rechercher des choses inconsciemment qui vont nous confirmer ça. Et c'est pour ça que dans les relations, par exemple, notamment humaines, de travail ou autres, on peut dire « Ah, mais cette personne, elle ne s'est pas du tout comportée comme
on s'y attend en fait. Et souvent, on est perturbé quand on est habitué à interagir avec quelqu'un et que la personne, elle se comporte d'une manière, et puis tout d'un coup, elle se comporte complètement différemment. Parce que ça bouscule notre schéma de pensée qu'on avait par rapport à elle. On avait commencé à la connaître et à se dire, moi finalement, de cette personne, je vais attendre tel type de comportement. Et tout d'un coup, on voit quelque chose de différent et on est perturbé. Et donc, tous ces mécanismes-là expliquent pourquoi de la même réalité, on peut la vivre différemment. Et pourquoi, par exemple, bon, là, dans le confinement, pour le coup, on vit la même réalité et en même temps, on n'est pas tous dans les mêmes maisons, dans les mêmes familles, dans les mêmes contextes. Mais en même temps, ça multiplie encore plus justement la perception qu'on peut avoir et la variété de perceptions. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager, parce que quand on réfléchit à, du coup, par rapport à l'après-confinement, comment est-ce qu'on aborde les choses, c'est intéressant de se dire, moi aujourd'hui, où j'en suis, mais aussi de ne pas croire que les autres, dans nos équipes, nos collègues, nos partenaires, nos clients, vont nécessairement avoir la même vision que nous. Et du coup, pour eux, peut-être que, entre guillemets, un traumatisme, ce sera de se remettre au travail le 11 mai, par exemple. Versus pour d'autres, pour lesquels le traumatisme, c'était de s'arrêter et puis ouf, on repart. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas tous aborder de la même manière. Alors, quels sont les facteurs qui permettent de développer la résilience? Très schématiquement, et ça vient des recherches de Boris Cyrulnik, c'est intéressant de voir selon avant, pendant ou après le trauma. Avant le trauma, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a deux facteurs principaux qui impactent comment est-ce qu'on va être capable de réagir et de mettre en œuvre un processus de résilience. C'est ce qu'il appelle l'attachement sécure et la mentalisation. L'attachement sécure, c'est quand ça se développe pendant les 20 premiers mois en fait, de l'enfance, en fait, donc quand on a moins de 2 ans. Et c'est est-ce qu'on est dans ce qu'il appelle une niche sensorielle, une niche affective qui est nourrissante et donc qui permet à l'enfant de s'épanouir. Et évidemment, on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a en moyenne 2/3 des personnes qui ont eu un environnement qui permettait ça et un tiers qui ne l'ont pas eu. Pour des raisons X, Y, Z, ça peut être la mort d'un parent, ça peut être des tensions entre les parents, ça peut être une situation économique difficile, en tout cas des choses qui vont faire que ce lien-là, il y a un manque de sécurité. Et du coup, ce sera plus difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, ce sera plus difficile en tout cas de développer de la résilience quand on n'a pas eu ça au départ. Et je dis bien que ce n'est pas impossible parce que justement, ce qu'on a vu au départ, c'est que c'est un processus, ce n'est pas un état, la résilience. Donc, c'est un processus et plus on développe évidemment avant, dans sa vie, dans les phases d'enfance, ces facteurs-là, plus c'est, entre guillemets, possible de l'activer, mais évidemment, ça se travaille. Et le deuxième, c'est la mentalisation, et ça, il fait référence à la capacité qu'on a d'avoir des représentations mentales des choses, et donc finalement de prendre du recul. Et ça se développe chez les enfants tout petits. Un enfant qui commence à dessiner, qui dessine son papa, sa maman, des oiseaux, etc., par le dessin, il est déjà en train de prendre du recul en fait par rapport aux choses. Et donc ces capacités-là, ce contexte, c'est un contexte qui favorise le développement de la résilience. Quand on passe pendant un trauma, pendant une période traumatique, il y a deux critères qui vont avoir un impact. Il y a l'agression, est-ce qu'elle vient de loin ou est-ce qu'elle vient de proche? Loin, ça peut être à la fois un individu qu'on ne connaît pas, par exemple, qui est très très loin, versus quelqu'un qui est de nos proches. Subir une agression d'un proche est beaucoup plus difficile que d'un inconnu. Et subir une agression d'un humain est beaucoup plus difficile que subir un traumatisme lié, par exemple, à une catastrophe naturelle. Parce que dans le schéma mental, il y a derrière des mécanismes de crainte du coup des humains, d'incompréhension, comment est-ce qu'un autre humain peut faire ça, etc. Et puis bien sûr, il y a la protection aussi. Est-ce que pendant ce traumatisme, il y a des mesures de protection ou des éléments de protection qui sont présents d'une manière ou d'une autre? Et puis après le traumatisme, il y a deux éléments qui sont essentiels. C'est le soutien affectif. Et là, on voit que ça fait le lien avec l'attachement sécure. Donc, quand tout à l'heure, on parlait avant, dans l'enfance, cet attachement-là, il est important. Quand on est adulte, c'est le soutien qu'on peut avoir de nos proches, de nos amis, même d'inconnus, mais un soutien affectif, en fait, dans l'épreuve, après l'épreuve. Et puis, c'est le sens à donner à ce qui nous est arrivé.
et la capacité de faire sens, en fait, la capacité de se dire, ben, voilà, c'est ce traumatisme-là, qu'est-ce qui va permettre, en fait? Dans quoi il s'inscrit? Quel est le récit que je peux raconter autour et qui va permettre de finalement l'expliquer et de donner un cadre? Si on pense à des exemples de personnes qui sont connues et très connues et qui ont travaillé sur ces sujets-là, par exemple, je pense à quelqu'un comme Viktor Frankl, qui travaillait dans tous les psychologues, psychanalystes, et qui a été dans les camps de la mort. Lui, il s'en est sorti parce que ce qu'il disait, c'est qu'il s'en est sorti physiquement, mais aussi psychiquement, parce que pendant qu'il était dans cette épreuve-là, dans ce traumatisme, il a cherché à garder en fait un degré d'humanité, un degré de liberté, et de se dire on peut tout me prendre, mais on ne peut pas me prendre mes pensées, ce à quoi moi je pense, et mon métier c'est la psychologie, c'est la psychanalyse, et ben je vais prendre du recul sur ce qui se passe, je vais analyser les comportements, et quelque part ça va m'aider plus tard pour aider les autres. Et du coup, il a donné du sens à ce qui lui est arrivé. Il a trouvé à donner du sens à ce qui lui est arrivé pour en faire quelque chose, en fait, pour utiliser cette matière et créer quelque chose qui serait utile et qui transcenderait ça. Et il a écrit justement sur cette importance, l'importance du sens. Si ça vous intéresse, il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur Internet d'interviews de lui justement sur ça, sur comment est-ce qu'on donne du sens. Alors là, du coup, je vais juste faire une petite pause pour voir si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce que je viens de dire jusque-là. Et n'hésitez pas à enlever votre muet s'il y en a. Sur la mentalisation, pour moi, c'était la capacité à recycler du positif. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par recycler du positif? C'est-à-dire que tu dis c'est une capacité à prendre du recul, mais aussi à activer ce que l'on a de positif pour le recycler et l'utiliser comment dire, comme une solution à la situation difficile que l'on vit. C'est pas tout à fait du recul, j'appelle ça du recyclage. C'est-à-dire, dans la mémoire, on a ancré des expériences que l'on est capable de recycler, comme le terme recycler, qui est recycler du papier ou recycler des déchets. On recycle des expériences qui vous servent régulièrement dans la vie. Et cette capacité-là, moi, je l'appelais la mentalisation. Tu vois, c'est une autre forme c'est un recul pratique. Alors, ce que tu dis, en fait, c'est hyper important et on va en parler parce que c'est quelque chose qui va nous aider. Là, dans le terme là, lui, c'est vraiment la mentalisation dans les capacités en fait cognitives. Parce que c'est des éléments qui ont été remarqués quand ils ont fait les études sur des personnes et sur l'enfance, de voir que finalement, les personnes, des enfants qui ont eu des troubles, qui les ont empêchés de développer ces capacités de représentation mentale et ces capacités cognitives et ces capacités finalement ce soutien social affectif, du coup, sont en difficulté par rapport à des expériences traumatiques et ont beaucoup plus de difficultés à enclencher ce processus-là. Et c'est ça, dans ce sens-là, mentalisation, dans le sens développer des représentations mentales. Après, ce que tu dis, effectivement, c'est un des éléments qui est essentiel, mais ce n'est pas nécessairement avant le trauma, c'est quelque chose qu'on peut développer après aussi. Alors, si on a déjà cette capacité-là avant, super, mais ce n'est pas nécessairement au moment de l'enfance que ça va se faire. Alors que là, pour lui, c'est vraiment les critères qui sont dans la formation en fait, du développement de l'individu. Et du coup, ce que tu dis, ça m'amène en fait à passer sur le slide suivant parce que du coup, les 4 éléments les plus importants, et donc ça fait sens, ça fait du lien avec ce que tu dis, c'est premièrement accepter et exprimer ses émotions dans un environnement qui est sécure et soutenant. Et donc, ça veut dire être capable de détecter quelles sont les émotions qu'on vit, ce qui n'est pas toujours évident. Si on a eu l'habitude de refouler, par exemple, ces émotions, ça va être vraiment un travail d'apprendre à les accepter et à les exprimer et trouver un environnement qui va nous soutenir pour ça.
Il y a aussi la conscience de ce qui se passe dans son corps. Et donc là, j'ai mis somatisation parce que souvent, quand on vit des choses difficiles, ça va s'accompagner de résonances et d'impact sur le corps, de douleurs, de choses qui vont être des signaux. Et donc, être capable de détecter ça, de faire attention à ça et de comprendre qu'il y a un lien, que ce n'est pas juste une coïncidence, c'est aussi du coup prendre la mesure globale. Et le lien avec ce que tu disais, c'est le troisième point. Se renforcer en fait en puisant dans ses compétences et ses capacités à faire face. Et derrière tout ça, c'est notamment notre capacité à prendre du recul par rapport aux événements et à les regarder de manière beaucoup plus large, de manière beaucoup plus dans le long terme que dans le court terme. Aussi, c'est derrière l'introspection, commencer à mieux se connaître et à se rendre compte qu'on a des atouts, des ressources qu'on va pouvoir utiliser. Et le dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est donner du sens à l'expérience vécue en faisant un récit qui aura du sens. Et ça, par exemple, j'ai lu un livre qui est écrit par deux psychothérapeutes, psychanalystes accompagnantes aux États-Unis qui ont accompagné des gens qui ont vécu les traumatismes en Floride quand il y a eu les inondations, les tornades, les hurricanes et tout ça. Et en fait, elles les ont travaillé au niveau des communautés. Et elles se sont rendues compte que par cette expérience-là, mais c'était aussi prouvé dans un certain nombre de recherches, qu'on a vraiment un besoin de trouver un récit en fait. Et j'ai entendu qu'on a même dans le cerveau, une partie du cerveau dont l'activité, c'est de créer un récit en fait, de faire des liens entre tout ce qui se passe pour donner du sens et comprendre en fait. Et d'ailleurs, on peut se dire que l'existence des mythes, l'existence des contes qui existent dans monde entier depuis des millénaires, c'est aussi ça en fait, c'est le besoin de raconter les choses en donnant du sens. Il y a une morale, il y a un objectif, il y a quelque chose qui se passe, qui se transmet, et on n'est pas juste face aux faits comme ça, en restant bloqué et en comprenant pas ce qui se passe. Ouais. D'autres commentaires ou questions sur ça? Moi, je dirais le rôle de l'éducation très important, où on a tendance à acter le négatif beaucoup plus que la capacité positive et on félicite moins que l'on ne corrige. Donc, l'importance de l'éducation positive. Oui, tout à fait. Caroline, je vois que tu as enlevé le mute. Tu voulais dire quelque chose? Je mets toujours sur mute pour les conférences parce que sinon, il y a plein de petits bruits. D'accord. Alors, c'est moi, j'avais l'impression que tu l'avais enlevé. Du coup, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non, j'aurais mis la petite main. Ah, ok, super. Je vois que tu es une pro. Alors, du coup, la première partie dont je voulais parler, c'était vous en tant qu'individu et en tant que manager, parce que tout commence par soi. Et j'aime bien cette image-là de l'avion. Vous savez, quand on vous dit, on vous donne les consignes de sécurité dans un avion, et puis on dit, s'il y a de la dépressurisation, il y a un masque à oxygène qui va tomber, mettez-le d'abord sur vous avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. Même si cette personne, entre guillemets, elle est plus vulnérable que vous, c'est un enfant, il ne peut pas le faire tout seul. Parce que finalement, si on ne prend pas soin de soi d'abord, on ne va pas pouvoir aider l'autre. Donc, du coup, la première partie de notre échange, je vous propose que ce soit sur soi. Et j'ai envie de vous montrer un outil que moi, j'utilise en Là, on n'aura pas le temps de voir en détail, mais on utilisera une petite partie. C'est l'arbre de vie qui, en fait, permet de regarder vraiment soi en individu, c'est une métaphore, hein, quelles sont nos valeurs, nos croyances, quelles sont les ressources qu'on a, nos objectifs et puis les résultats. Essayez vraiment de voir ça de manière holistique. Et ce que je vous propose de réfléchir, et là c'est réfléchir chacun, et puis ensuite je vous proposerai d'échanger ensemble, c'est réfléchir par rapport à votre expérience dans la situation actuelle du confinement, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres défis que vous avez rencontrés dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a aidé en fait? Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir, à dépasser les difficultés? Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Et alors, bienvenue Olivier, merci d'être là. Et alors, ce que je vous propose, c'est juste de prendre une minute de réflexion individuellement sur ça. Et puis ensuite, je vous dis la suite, comment on va procéder pour échanger.
Alors, ça, c'était le petit son du chrono. Alors, vous n'avez peut-être pas fini 100%, mais il y en a peut-être qui sont plus rapides. Donc, pour gérer le temps, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à échanger sur ça. Et comme vous êtes assez nombreux, plutôt que de le faire là à 13, je vous propose qu'on se mette en petits groupes. Alors, comment ça va marcher si vous n'avez pas encore utilisé ça? L'idée, c'est quand on échange en sous-groupe, c'est que bien sûr, il y ait de l'écoute, d'entraide et puis vraiment du partage avec l'attention au temps. Je vais vous donner un temps limité dans les échanges et donc s'assurer que tout le monde puisse avoir du temps pour s'exprimer. Donc, ce serait bien si dans chaque groupe, il y avait quelqu'un qui faisait attention au temps pour réguler la parole. Et puis, identifier quelqu'un qui va rapporter après une synthèse. Donc, ça ne veut pas dire chaque parole de chacun, mais de manière synthétique pour qu'on ait une idée globale de ce qui peut aider justement. Parce qu'on va apprendre sûrement des choses très, très variées. À partir du moment où vous serez en petit groupe, vous allez voir apparaître cette fenêtre à l'écran avec un numéro de groupe. Groupe séparé 1, 2, 3. Il faudra que vous cliquiez sur « Rejoindre ». Et quand vous cliquerez là, vous rentrerez sur une nouvelle page où là, vous verrez votre visage et celui des membres de votre sous-groupe ou alors leur nom s'ils ne sont pas de webcam. Et puis, vous verrez en bas de la page participants, converser. Vous pourrez cliquer là pour voir la liste des personnes et puis le chat. Et du coup, là, je vous invite vraiment à enlever votre muet pour pouvoir parler oralement parce que c'est l'objectif de pouvoir échanger plus facilement en petits groupes. Donc, je redonne les consignes pour la discussion en sous-groupe. Ça va être identifier un rapporteur pour une synthèse et puis quelqu'un qui gère le temps et partager à tour de rôle ce qui vous a aidé à tenir, à dépasser les difficultés. Ça peut être bien sûr la difficulté actuelle, ce qu'on a vécu, mais ça peut être d'autres choses. Et ce que vous avez appris sur vous dans cette expérience ou dans ces expériences, quelques éléments. Et je vais juste vérifier s'il y a une question avant de vous lancer dans les sous-groupes. Karine, avant de nous oui. lancer dans les sous-groupes, combien de temps disposons-nous? Alors, bonne question, merci. Je vais vous donner 10 minutes. Okay. Et 1 minute avant la fin, vous recevrez un message qui dira que d'ici 1 minute, que vous pouvez rejoindre la salle principale. Et donc, vous pouvez, ce sera au bout de 9 minutes que j'enverrai ça. Donc, vous pouvez soit revenir plus tôt si vous avez fini, ou sinon attendre jusqu'au bout de arriver à 10 minutes. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais préparer les sous-groupes. Alors, vous êtes 10, donc on va faire 3 sous-groupes. Et donc, un groupe et 2 groupes de 3. Et c'est parti pour 10 minutes. Ce qui vous a aidé et ce que vous avez appris sur vous. Et Jean-Pierre, tu es là? Là, oui, je suis là. Oui, il faut que… Normalement, tu dois avoir la fenêtre qui est apparue. Donc, si tu veux rejoindre le sous-groupe, il faut que tu cliques sur « Rejoindre ». Alors, vous êtes tous de retour. Bienvenue. Et du coup, alors par contre, c'est bizarre, je ne vois pas vos vidéos. Ah, si, ça y est, je les vois. Moi, j'ai un problème de connexion, donc je coupe la caméra. D'accord, ok. J'ai des coupures de son, donc je limite la bande passante. Ah oui, tu as raison, il vaut mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est que du coup, on ait les rapporteurs par groupe qui fassent une petite synthèse, un partage de ce qui a été échangé. Dans l'équipe 1, on avait Caroline, Jean-Pierre, Marie et Rémi. Rémi a été un top rapporteur. Oh, déjà à l'avance. Alors, on t'écoute?
Alors, par contre, n'oublie pas d'enlever le muet. C'est mieux là? Oui, c'est parfait. C'était c'était court et c'était super intéressant déjà, parce que moi j'avais déjà beaucoup utilisé Zoom, mais pas cette option-là, de travailler en son groupe avec un timing défini. Et on ne s'est pas rendu compte tellement du temps, même si on avait un bon timekeeper, mais à la fin, on n'a pas réussi à avoir l'opinion de tout le monde sur la dernière question. On s'aperçoit en fait que je pense qu'on était 4 et qu'il y a 2 types de réactions. Il y a ceux qui ont besoin déjà de beaucoup bouger naturellement. Et donc, dans des conditions comme un peu celle-ci ou dans des conditions générales, c'est très dépendant de savoir si on peut exprimer son énergie quelque part. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans les retours. Et ensuite, de cette énergie, c'est la capacité ensuite à analyser. Alors, certains ont une capacité déjà à pouvoir analyser la situation et à se dire où j'en suis, pourquoi, et tout de suite à se projeter. Et puis, d'autres ont besoin de faire des projets pour pouvoir faire d'autres projets, pour pouvoir en même temps sortir du sujet et pouvoir en même temps y réfléchir dans un deuxième temps, entre guillemets. Mais voilà un peu les différentes options qu'on a pu identifier. Et puis, par rapport au confinement qu'on est en train de vivre, en fait, c'est très dépendant de la situation. Et si on est dans l'action et qu'on a la possibilité dans l'action physique et qu'on a la possibilité de s'exprimer, c'est une bonne chose. Si on n'a pas la possibilité, on est un peu comme un lion en cage et on aimerait bien pouvoir sortir, exprimer un peu plus de choses. Voilà, ça, c'est un peu la particularité. Voilà, et cette capacité à se projeter et à essayer de trouver des solutions, établir des solutions, c'est quelque chose qui est apparu aussi en se disant, voilà, je vais m'en sortir, mais j'arrive à me projeter sur la sortie. Et puis, sur l'apprentissage de soi, c'est le sujet où on n'a pas été jusqu'au bout, malheureusement. Et je pense que là, il aurait fallu qu'on soit un peu plus attentif. Enfin, un peu plus attentif. On n'a pas eu beaucoup de temps de l'approfondir, donc je ne peux pas en tirer de conclusion générale. On était justement sur, quand on est on n'a pas beaucoup l'occasion de bouger, d'être dans l'action, on le sait et on le subit. Et puis sinon, quand on a un peu plus la possibilité de réfléchir, et de prendre un peu de temps pour soi et d'être attentif à soi et d'analyser comment on s'est mis dans cette situation-là pour pouvoir se préserver pour une prochaine fois et pas se retrouver dans la même situation. Super, merci beaucoup Révi, super résumé. Alors, deuxième équipe, on avait Angelina, Bertrand et Karine. Qui est le rapporteur? Mon intuition me dit que vous n'avez peut-être pas choisi de rapporteur avant. Donc, qui veut bien enlever... Si, Karine, normalement, mais... Vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. Oui. Donc, sur qu'est-ce qui nous a aidé à passer cette étape, ce qu'on retrouve, c'est le fait d'avoir vécu des situations difficiles précédemment, finalement, fait relativiser ce qui se passe en ce moment. On a parlé de perte d'emploi ou de situations de santé difficiles, ou finalement vivre dans un pays qui est en proie régulièrement à de l'insécurité, à des catastrophes naturelles, finalement fait relativiser cette situation, voire conduit à une forme d'optimisme en se disant finalement le présent compte. Et donc, être vivant et bien vivant au présent, finalement, c'est ça l'important. Et ça permet et avoir ses proches autour de soi permet finalement de vivre plus ou moins bien, en tout cas plus ou moins sereinement la situation. Sur l'apprentissage de soi, je
Je pense que chacun autour de la table était assez aware, comme disent les Anglais, enfin lucide sur ce qu'on est. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu de grands apprentissages sur soi, ni des uns ni des autres pour cette raison-là, en fait. Enfin, je ne sais pas si mes petits camarades veulent rajouter quelque chose. Non, c'est parfaitement résumé et très bien. Super. Merci, Karine. Et troisième groupe, on avait Catherine, Charles et Olivier. Ah, on n'entend pas. Alors, qui est le rapporteur? Le rapporteur Je suis. Je suis le rapporteur. Olivier. Ok. Charles. Oui. Ah, c'est Charles, Olivier. d'accord. Non, c'est Olivier, pardon, c'est Olivier. Non, Oui, mais c'est désolé, Olivier. j'avais pas débloqué mon micro. Merci. Alors, chez nous, pas de traumatisme ressenti par la situation, parce que on était souvent dans des environnements quand même plutôt agréables, voilà, et pas complètement seul. Après, je dirais, il y a le prolongement des projets pour les gens qui avaient déjà l'habitude de travailler un petit peu de cette manière. Bon, c'est le cas de Charles plus particulièrement, qui en a profité pour lancer des projets, mais continuer, je dirais, ce qu'il avait déjà l'habitude de faire avant le confinement. Charles, tu me corriges si je dis des bêtises. Une Catherine qui, elle, a laissé libre cours à son imagination, sa créativité, voilà, innover de nouvelles choses. Donc, elle a changé de paradigme, si je puis dire, et de façon très épanouissante. Voilà. Et on a tous, et moi, je dirais que ça a été aussi une prise de recul, comme pour mes deux camarades, une prise de recul aussi sur ma situation, parce que moi, je suis en transition. Donc, avec eh bien, on s'est mis à apprivoiser, en tout cas pour Catherine et moi, puisque Charles n'a pas de souci là, mais apprivoiser les nouvelles techniques de l'information, de la communication, voilà, les NTIC, exemple de ce soir, parce que faute d'humain et de pouvoir organiser des rendez-vous en présentiel, il a fallu s'adapter et utiliser les outils à notre disposition. Et ça, pour moi, ça a été aussi une démystification, je vais y arriver, de ces outils envers lesquels j'étais plus ou moins, je dirais, réticent. Voilà. Un peu vieux dinosaure sur les bords. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans le cadre du réseau, on a un partenariat avec Alteraction et que je coach un groupe d'étudiants là, dans une mission d'études de marché pour une asso. Et du coup, ça me demande d'être complètement agile, parce que je suis avec des jeunes de 25 ans, ils font tout avec leur téléphone, et donc il a fallu que je m'adapte. Hein. Donc, ça a été un bon coup de pied au derrière de ce point de vue-là pour moi, voilà, et un bond en avant du coup. Voilà. Donc, lucidité, capacité d'adaptation, et puis aussi laisser libre cours à son imagination, soit pour créer de nouveaux projets, soit pour poursuivre des démarches, mais autrement, qui est entamé avant. Est-ce que vous avez discuté ce que vous avez appris sur vous ou pas? Bon, assez peu, parce que c'est ce que je disais, c'est que sur soi, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé en tant que tel, mais je demande à mes deux petits camarades de me corriger, mais il en ressort quand même une capacité d'adaptation qu'on ne soupçonnait peut-être pas à ce niveau-là, et dans une période courte, et une prise de recul aussi par rapport aux événements, quoi. Pas de panique. Voilà. Donc une certaine lucidité et un certain sang-froid, voilà, pour faire face avec un fatalisme actif, voilà, à la situation. Ok, merci Olivier. Là, pourquoi je vous ai fait faire cet exercice-là? Bon, c'est que créer de l'interactivité, c'est intéressant que tout le monde puisse s'exprimer. Et quand on est nombreux, si on le fait comme ça en plénière, du coup, ça prend tout le temps de la séance en fait et on a moins le temps d'avancer.
Et puis, donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est aussi justement que ça fait partie du processus de résilience, en fait, de travailler sur finalement soi. Et je vous avais montré le slide où il y avait l'arbre de vie, en fait. Et plus on travaille sur justement ce qui nous aide, en fait, nos atouts, nos capacités, nos compétences, ce qu'on apprend aussi, ce qu'on découvre de soi, plus on renforce ce processus-là. Et donc, plus à l'avenir, on est à même de l'activer. Il y a un certain nombre de… Quand on… il y a certaines personnes qui pensent que quand on vit des traumatismes, c'est bien d'en parler. Et en fait, il y a différentes manières d'en parler. Si on en parle en étant focalisé sur l'événement traumatique, en fait, ce n'est pas très, très aidant parce que ça l'ancre encore plus. Par contre, si on en parle sous l'angle de qu'est-ce qui nous a aidé à le dépasser, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on peut en faire, finalement, on prend cette matière-là et on la modèle, on la travaille et ça permet de se projeter et de faire quelque chose. Donc là, on l'a fait à l'échelle de l'événement qu'on vit qui n'est pas très évident, mais bien sûr, il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent arriver aussi. Mais c'était aussi pour vous faire expérimenter ça. Et plus on le fait, en fait, plus c'est utile et aidant. Et donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez aussi utiliser avec vos proches, en fait, de poser ce type de questions pour les faire réfléchir. Et la question, ce que vous avez appris sur vous, ce n'est pas toujours évident à répondre parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait pris du recul sur son propre fonctionnement. Mais ça peut être aussi ce que vous avez appris en général. Moi, je peux donner un exemple. Au tout début du confinement, j'étais plutôt enthousiaste en fait parce que j'étais juste avant le confinement chez mon compagnon et qui habite dans le sud et j'ai décidé de rester là. Et donc, c'était une opportunité finalement de passer plus de temps avec lui et d'être là dans un cadre qui est quand même agréable. Et plutôt enthousiaste et je vivais plutôt bien ce qui s'est passé. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu une baisse d'énergie et j'ai senti des émotions qui n'étaient pas toujours faciles à vivre. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne me l'avouais pas, mais qu'en fait, j'étais très stressée par rapport à la situation et son impact économique, et notamment pour mon activité, puisque moi, je suis à mon compte. Et donc, je n'ai pas un salaire qui tombe de manière régulière. Donc, selon l'activité, je suis beaucoup plus… mon activité est beaucoup plus fluctuante selon l'activité économique des entreprises. Et du coup, j'ai réalisé à quel point ça m'impactait, alors qu'au début, je ne l'avais pas du tout vu. Et donc, j'ai appris sur moi ça. Et ce que j'ai appris aussi sur moi à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte que j'aime pas du tout en fait avoir des émotions désagréables. Et donc, j'étais en train de m'auto-flageller, mais je ne devrais pas me sentir pas bien, c'est pas normal parce que quand même, j'ai telle chose. Et donc, je me faisais pas du bien en fait en faisant ça. C'est comme si j'étais en lutte contre ça. Et du coup, de prendre du recul en fait sur tout ça, ça m'a permis de prendre conscience d'un fonctionnement que j'ai pu avoir à ce moment-là, mais que j'ai sûrement eu à d'autres moments de ma vie, de ne pas vouloir voir nécessairement des choses négatives et me mettre « oh oui, tout va aller », et finalement m'auto-flageller, me mettre beaucoup de pression. Et en fait, la pression, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est aidant. Mais se rendre compte de ce phénomène-là parce que je l'ai vécu et j'ai pu prendre du recul dessus, normalement, j'espère que c'est quelque chose qui m'aidera à l'avenir pour ne peut-être pas réagir exactement de la même manière. Donc, c'est un exemple, ce que je partage là, mais ce qu'on a appris de soi, ça requiert aussi de faire un temps d'introspection et de voir comment les ressentis passent, les émotions, les idées, qu'est-ce qu'on se raconte, c'est quoi les choses qu'on se dit, c'est quoi nos croyances, et puis qu'est-ce qu'on apprend aussi sur les choses de la vie en général. Donc, voilà ce qui me donnait envie un peu de rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Et je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, donc qui est plus maintenant, soit en tant que manager, en tant que leader en fait. Et même si ce que je vais partager, c'est intéressant aussi par rapport à soi. Et j'avais envie de partager en premier lieu ces schémas et ces résultats qui sont des résultats en fait de recherche scientifique sur le fonctionnement du cerveau, qui nous ont montré qu'en fait notre cerveau fonctionne comme il y a des milliers d'années. Donc, on a peut-être plein de technologies, on a peut-être plein de choses, plein d'outils, on a changé nos modes de vie, mais on est toujours dans certains fonctionnements, et notamment dans la recherche de sécurité. Et donc, ce que vous voyez là dans le schéma qui est ici, ça montre le fonctionnement qui est que, en fait, toutes les 30 secondes, notre cerveau scanne inconsciemment ce qui se passe dans l'environnement autour de nous pour voir est-ce que tout va bien.
c'est quelque chose qui est vraiment inconscient. On n'en a pas conscience, mais ça a été prouvé par des recherches scientifiques. Et par exemple, on croise quelqu'un dans la rue, inconsciemment, est-ce que cette personne-là, c'est plutôt quelqu'un qui va être un ami, un allié, ou au contraire quelqu'un de dangereux pour nous? Et en fait, quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses par rapport aux réactions qu'on peut avoir nous ou nos collègues, les personnes avec qui on interagit, quand il y a des changements. Parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui sort de notre cadre habituel, un changement, du coup, le cerveau se met en alerte. Il perçoit qu'il y a peut-être un danger, même si le changement n'en est pas nécessairement un, mais il perçoit qu'il y a peut-être un danger. Et du coup, ça va créer un certain nombre d'hormones dans le cerveau qui vont amener de la distraction, qui vont amener de l'anxiété, de la peur. Et finalement, le cerveau va se concentrer par rapport à ça et perdre de vue le reste de ce qu'il doit faire, ou en tout cas pas être aussi concentré. Du coup, ça explique pourquoi quand il y a des situations qui sont difficiles ou des changements, ça peut même être des changements en entreprise, un changement de direction, un changement de poste ou de collègues, on peut avoir du mal à se concentrer, on peut avoir du mal à prendre des décisions et ça peut mener bien sûr à de la baisse de performance et de relations qui sont tendues. Évidemment, quand on vit des traumatismes ou quand on vit des épreuves, ce sont des gros changements et du coup, ça engendre tout ça. Et donc, il y a des chercheurs qui ont réfléchi à mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui aide dans ces contextes? Effectivement, comme Bertrand le dit bien, il y a 3 réactions. Il y a la réaction d'attaque, il y a la réaction de fuite et il y a la réaction de freeze, où on est inhibé et on ne bouge plus. Et ce qui peut nous aider, et c'est ce que vous voyez à droite, j'ai appelé ça modèle SCARF. Enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est le chercheur qui a trouvé qu'il a appelé SCARF. Et du coup, je n'ai pas traduit le dernier mot parce que sinon, en français, on perdait ça. Mais ça, ce sont des recherches qui viennent du Neuro Leadership Institute, qui a été créé par David Rock, qui a fait des recherches sur le fonctionnement du cerveau et le lien avec le leadership, et qui a montré qu'il y a 5 facteurs clés qui impactent en fait nous en tant que sécurité ou danger. Le premier, c'est notre statut. Est-ce que notre statut change? Donc, statut, c'est notre relation avec les autres et comment on est positionné finalement dans, entre guillemets, la hiérarchie sociale dans le groupe. Et donc, le fait qu'on soit reconnu, par exemple, ou pas. Il y a la certitude. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer ou est-ce qu'on est dans l'incertitude? Typiquement, dans la situation actuelle qu'on a vécue et encore maintenant, il y a un certain nombre de zones d'incertitude. Et donc, ça, ce sont des choses qui ne sont pas faciles et qui ne favorisent pas justement le sentiment de sécurité. Il y a le niveau d'autonomie qu'on a. Est-ce que j'ai de la marge de manœuvre? Est-ce que je peux influencer sur les choses? Il y a ce qu'on appelle la reliance. C'est est-ce que je suis en lien avec d'autres? Est-ce que je me sens faire partie d'un groupe? Et ça répond aux besoins d'appartenance qu'on a en tant qu'être humain. Et puis celui que je n'ai pas traduit, fairness, c'est en fait l'équité. Est-ce que je vois que les choses se passent de manière équitable, juste? Et donc je comprends qu'il y a un cadre, il y a un mode de fonctionnement. Et si je suis ce cadre, tout devrait se passer sans surprise en fait. Alors je vous montre ça parce que du coup, et pour soi, et en particulier par rapport à des collaborateurs, des collègues qu'on a, c'est intéressant de se dire aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre qu'on a en tant que leader pour finalement agir sur ces 5 éléments-là? Et évidemment, selon les organisations dans lesquelles on est, et bien sûr dans le contexte dans lequel on a plus ou moins de marge sur certains éléments. Donc ça peut être une piste à réfléchir, de se dire, tiens, là, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, vous avez un exemple de levier. Certitude, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. La certitude, c'est finalement, alors je prends un exemple, il y a une réorganisation dans une entreprise. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas? Plus la quantité de choses que je ne sais pas est grande, donc plus il y a de l'incertitude, plus je vais me sentir potentiellement en danger. Plus il y a de la certitude, je sais que voilà, on va se réorganiser comme ça, les postes vont être maintenus, il y aura un changement, mais il y aura telle chose. C'est un nouvel outil qu'on va utiliser, mais enfin, plus les choses sont balisées, plus les choses sont claires, il y a des choses qui sont dites et on sait ce qui se passe, plus on se sent en sécurité. Là, aujourd'hui, c'est l'après-confinement. Bon, il y a encore des choses qui ne sont pas très claires. Si on se remet il y a un mois, avant qu'on ait un peu plus d'un mois, avant qu'on ait aucune date, on pourrait dire qu'on était dans l'incertitude totale.
Mais jusqu'à Oui. quand on est dans ce contexte? Et là, les sentiments de stress étaient probablement beaucoup plus grands liés à ça qu'à partir du moment où on a une date. Après, bien sûr, il y a encore des incertitudes. Et nous, dans notre quotidien, dans nos entreprises, dans nos business, qu'on soit à notre compte ou en entreprise salariée ou chef d'entreprise, ben, il y a des incertitudes et il y a des zones peut-être où on peut élargir un peu la certitude. Et quelles sont ces zones-là? Et en fait, du coup, c'est intéressant de réfléchir par rapport à ça. Alors, un autre… Ok, merci. De rien. Et du coup, je vais vous montrer un certain nombre d'outils assez rapidement et je vous invite à faire comme Catherine, c'est-à-dire si vous voulez que vous ayez monter, n'hésitez pas à prendre la parole pour après vous laisser un temps justement d'échange par rapport à tout ce que vous aurez entendu, de vous dire quels sont les leviers qu'on va pouvoir utiliser pour la suite. Donc, je continue. Deuxième chose, c'est quels sont les piliers d'une équipe performante. Et là, il y a vraiment 5 choses qui sont très importantes. La première ici, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs et partagés. Alors évidemment, on peut se dire, là, dans le contexte actuel, on avait des objectifs fixés en début d'année. Est-ce qu'ils font encore sens? Est-ce qu'il doit y avoir des ajustements ou pas? En tout cas, le fait d'avoir des objectifs clairs et partagés, clairement, c'est un des piliers. Et c'est un pilier pourquoi? Parce que ça amène aussi derrière à une vision. Et donc, quelle est la vision? Vers quoi on veut aller? Est-ce que c'est quelque chose qui nous motive? Je peux avoir des objectifs clairs et partagés, mais si c'est pour faire quelque chose qui ne me motive pas du tout, ok, on va travailler tous dans le même sens, mais je ne vais pas mettre la même énergie. Et donc, si on veut vraiment il faut qu'on ait les deux, il faut qu'on ait des objectifs qui soient partagés, mais en même temps qui mènent à quelque chose de plus loin, quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus motivant. Et puis après, il y a comment on fonctionne. Il y a avoir des relations de qualité. Comment sont les relations dans l'équipe? Il y a les valeurs. C'est quoi les valeurs entre nous? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce que, entre guillemets, on a le droit de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce qui est attendu en termes de comportement? Et puis, en termes de mode de fonctionnement, les processus. Et c'est là où vous voyez l'engrenage. Comment on prend des décisions, comment on communique, comment on fait les choses. Est-ce qu'on a des processus qui sont clairs, les rôles, les responsabilités, et tout est cadré. Ça, c'est 5 éléments, 5 piliers. On peut bien sûr maintenant du coup se poser la question aujourd'hui par rapport au cadre dans lequel on fonctionne. Quels sont les piliers sur lesquels peut-être il va falloir mettre un focus plus grand parce que la situation les a déstabilisés ou elle nécessite de toute évidence des changements. Tout à l'heure, je parlais des objectifs, mais ça peut être les relations. Peut-être que maintenant, il y a des tensions, il y a certaines personnes qui étaient confinées, d'autres qui étaient obligées d'aller sur site. Qu'est-ce que ça crée quand les personnes reviennent ensemble? Enfin, on peut imaginer un certain nombre de cas. Je ne sais pas quels sont les cas auxquels vous êtes confrontés, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce cadre de 5 éléments et de se dire, ça va être lesquels sur lesquels je vais devoir travailler et puis quels sont ceux sur lesquels je peux m'appuyer aussi, qui sont des forces qu'on a et qui sont toujours valables. Et puis, la dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est aussi la question du positionnement du manager. Comment est-ce qu'il se positionne par rapport à l'équipe? Et là, vous voyez 4 positionnements différents. Il y a un positionnement du manager qui est au-dessus de l'équipe. Donc, c'est typiquement le manager qui dit les choses. Donc, il y a le côté hiérarchique, top-down, il dit les choses, il faut faire ça, etc. Il se positionne comme ça. Là, il y a le manager qui est au milieu de l'équipe. Donc, il est le centre de l'attention. Quelque part, tout passe par lui. Les gens peuvent se parler entre eux, mais en tout cas, tout passe par lui. Il est le centre et il dispatche comme ça les choses. Ici, là, il y a le manager qui fait partie de l'équipe. Il est dans le cercle. Donc, il fait partie des échanges. Et finalement, il est un membre de l'équipe avec son rôle de manager, mais il est positionné comme les autres membres de l'équipe. Et puis là, il y a le manager qui est un peu en dehors, qui est plus dans un mode délégation. Voilà, l'équipe, elle fonctionne, je suis là, je lui délègue, je la laisse fonctionner et je suis là en support et en guidance. Et donc, ces 4 positionnements types, pareil, on peut se poser la question aujourd'hui, quel est le fonctionnement qu'on a tendance à avoir et qu'est-ce qui est le plus approprié et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Alors, avant de vous donner la parole pour discuter, pour échanger par rapport à tout ça, je pose juste un peu pour voir si vous avez des questions, des commentaires sur ce que je viens de dire là.
Alors, idéalement, j'ai conscience que là, je vous ai montré pas mal de choses et qu'idéalement, ce serait bien de montrer une chose et puis vous discutez juste sur ça. Maintenant, j'imagine que certains d'entre vous, vous connaissez peut-être déjà certains éléments et d'autres. Donc, l'idée étant que vous trouviez dans tout ça peut-être une chose qui, pour vous, va vous aider. Et du coup, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de repartir en sous-groupe. Encore une fois, identifier un rapporteur. Et l'idée, ça va être de partager à tour de rôle les leviers dont vous disposez. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir utiliser? Quels sont les leviers? Et puis, les défis que vous anticipez. Alors, bien sûr, c'est important d'avoir une vision des défis qu'on anticipe, mais je vous invite dans les échanges à vraiment garder plus de temps de focus sur les leviers parce que c'est ça qui va être le plus aidant, de se dire, voilà, dans tout ce que vous avez entendu là, mais il y a peut-être aussi d'autres choses auxquelles vous allez penser, qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Donc, je reviens juste en arrière rapidement. Il y a cette notion de SCARF, ce modèle-là, qui sont des leviers potentiels d'action, les 5 piliers de l'équipe et puis le positionnement du manager. Et donc, je vais vous proposer, je regarde l'heure, de prendre… alors, je vois qu'on a pris un petit peu plus de temps. Je voulais juste faire un sondage avec vous. Est-ce que c'est OK si, au lieu de finir à 19h45, on finit à 20h? Et pour que vous me disiez si c'est OK ou pas, voilà, vous pouvez mettre le pouce, là, comme Jean-Pierre a fait, ou sinon, si ce n'est pas OK, mettre une croix rouge pour ceux pour qui ce n'est pas bon. Alors, Angelina, elle a cliqué sur lever la main. J'imagine que lever la main, ça veut dire que c'est OK. Mais si j'ai pas bien compris, ou tu veux dire quelque chose peut-être, Angelina? J'avais une question par rapport au style de management. Est-ce qu'il est en posture qu'il est meilleur que l'autre? Ah, super question. Merci. Alors, en fait, j'ai tiré ça du modèle du leadership situationnel. Je ne sais pas si ça te parle, Angelina, ou pas? Non. Alors, je vais faire un résumé du coup de ce que c'est. Leadership situationnel, c'est un modèle qui explique en fait que le leadership, ça ne doit pas être toujours la même chose. En fait, on doit s'adapter aux personnes et au contexte. Et donc, selon les personnes et les contextes et les moments, on va ajuster son style. Et donc là, pour ce modèle-là, il y a 2 critères clés. Il y a le niveau de maturité de la personne, sa capacité à faire. Par exemple, j'arrive nouveau dans un job, je ne connais rien du tout, versus je maîtrise mon job, je sais ce que je dois faire, et du coup, je n'ai pas les mêmes besoins. Et puis l'autre paramètre, c'est quelle est mon envie en fait? Est-ce que je suis très très motivée ou au contraire, je suis en baisse de motivation? Et selon en fait et la maturité, les compétences de la personne et son niveau de maturité, son niveau de motivation, un type de leadership est plus ou moins adapté. Mais ce qui rajoute de la complexité à ça, c'est qu'un individu donné n'a pas un niveau de maturité qui est le même pour tout. Il y a certaines choses qu'il va maîtriser très bien, il y en a d'autres qu'il ne va pas maîtriser. Idem pour l'envie. Il y a certaines tâches qu'il va aimer, d'autres qu'il ne va pas aimer. Et donc, du coup, le défi pour le manager, c'est d'être vraiment au plus près du besoin de la personne dans chaque situation. Et de se dire, bah, tiens, là, si c'est des gens qui maîtrisent très, très bien, typiquement, je vais me mettre en délégation. Je ne vais pas être en train d'être derrière leur dos. Je vais leur donner les objectifs, je les laisse fonctionner. Si par contre, ce sont des personnes qui débutent, qui connaissent rien du tout, ben, je vais avoir besoin de leur dire des choses et d'être plus dans le top-down pour donner les instructions, qu'elles soient claires et sécuriser la personne. Après, entre les deux, il y a tout un cheminement que les personnes font en train de se développer. Et puis, selon leur motivation, où là, je vais prendre des points de vue différents selon justement tous ces critères. Donc là, la question dans le contexte actuel, c'est avec les personnes que vous avez dans vos équipes. Voilà, où est-ce qu'elles sont et de quoi elles ont besoin. Est-ce qu'elles ont plus besoin de cadrage par rapport à ce qui doit être fait ou au contraire, elles maîtrisent bien le job et en fait, elles ont plus besoin d'autonomie et de se sentir valorisées et auquel cas, vous allez être beaucoup plus dans ce mode de fonctionnement-là ou celui-là. Donc typiquement, par rapport à une reprise après confinement, on peut imaginer que si les gens maîtrisent bien les choses, on serait probablement beaucoup plus dans ces 2 types de comportements. Mais il y a peut-être des éléments aussi où on doit avoir besoin d'être dans les autres selon la maturité de l'équipe et puis aussi le contexte sanitaire qui va imposer des consignes et des modes de fonctionnement qui, pour le coup, ne sont pas connus. Donc, ce n'est pas blanc ou noir. Ça répond à ta question, Angelina?
Oui, merci beaucoup. D'autres questions ou... Oui. Ceci dit, le schéma qui est en haut, où le point est au centre, oui. Expérience, enfin, c'est souvent un point de blocage parce que ça crée un phénomène d'entonnoir dans la diffusion de la communication, parce que c'est quelqu'un qui veut absolument tout maîtriser, ne laisse pas les liaisons s'effectuer entre les différents collaborateurs, hein, les croix bleues, sans que ça passe nécessairement par lui. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle absolu, quoi. Ah, alors, je te remercie. C'est Olivier qui parle, c'est ça? Oui, excuse-moi. Oui. Alors, non, parce que comme il y a plusieurs retiré personnes sans micro, du coup, je ne savais pas. Mais je te remercie de dire ce que tu dis parce que du coup, je réalise que je n'ai pas bien clarifié cette image. Et effectivement, on pourrait l'interpréter comme tu dis, mais ce n'est pas tout à fait ça, en fait, ce qu'elle veut dire. En fait, quand le manager, il est là, c'est dans cette image-là. Hein, donc, je précise bien. Ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec toi. C'est très mauvais d'avoir quelqu'un qui fait le goulot d'étranglement. Donc, c'est surtout pas ça. En fait, cette image-là, c'est le manager qui se met au centre pour donner l'énergie, en fait. Donc, il n'empêche pas les gens de parler entre eux, mais c'est lui qui va pousser. Ouais, il faut y aller, c'est vachement important. Et en fait, il se met en mode très, très, très moteur. La grande différence avec là, avec ici, où en fait, finalement, là, chacun va être plus moteur. Mais évidemment, dans la maturité de l'équipe et des personnes, ce n'est pas la même chose. Parce que là, les gens sont en capacité d'être moteurs parce qu'il y a l'envie. Et donc, du coup, ils peuvent y aller. Là, ils sont peut-être encore en manque d'envie ou en manque de compétences. Il y a un des deux qui n'est pas tout à fait là. Et donc, du coup, le manager, il est encore là pour donner beaucoup. C'est dans ce sens-là qu'est cette image-là. D'accord. Bon. Alors, l'idiogramme, là, je mettrais des petits rayons de radar autour du rond vert. Oui, c'est une bonne suggestion. Voilà, ouais, merci. Qui partent vers les croix bleues. Autour, mais je parlais de ça parce que j'ai connu ce type d'expérience et effectivement, c'est assez catastrophique. Donc, voilà. Mais merci pour tes précisions. Non, tu as raison. Je te remercie de la question parce que du coup… Ça doit être un vieux traumatisme que tu viens de faire sauter. Ah, il n'y a pas que cette solution, cette interprétation-là. Merci Olivier. Angelina, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est ce qu'on avait vu beaucoup dans la crise ou au moins passé sur le fil d'actualité de LinkedIn. En fait, les entreprises, elles parlaient qu'elles avaient basculé plutôt vers un schéma comme celle de droite, où le manager il était plus proche de ses équipes et il avait perdu un peu ce caractère de hiérarchie pour être plus près d'eux et communiquer d'une façon plus agile, plus fluide et rassurer plus tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. Alors, la position où je rassure, c'est pas mal celle-là. Mais là, c'est la position où je fais vraiment participer finalement les personnes et je suis un facilitateur de l'échange en fait. Donc, je m'implique dans l'échange, je peux donner des idées, mais je fais émerger les idées des autres aussi. Et typiquement, quand on veut engager les personnes, si on fait le lien tout à l'heure avec l'autonomie, c'est quelque chose qui est très porteur. D'autres questions ou commentaires? Ou on passe en sous-groupe? Ah, Catherine, je te vois bouger les lèvres, mais je ne t'entends pas. J'ai l'impression que des changements aussi traumatiques que ce qu'on a vécu, parce que ça touche la santé et la survie de l'espèce, la survie, du groupe, provoque des régressions. Et j'ai observé, alors moi, je n'ai pas d'équipe puisque je suis indépendante, j'ai observé dans des groupes dans lesquels j'appartiens, des groupes auxquels j'appartiens, un vrai phénomène de régression au bout de 2 mois. Qu'est-ce que tu veux dire par régression? Régression au sens où des pulsions inconscientes remontent à la surface, où la même personne rationnelle se met à faire des blagues limite porno, une espèce de défoulement. Comment te dire, qui est basé sur des éléments archaïques de personnalité. Et je me suis dit, dans un changement aussi profond,
on a l'impression que non, c'est pas la frustration sexuelle, c'est le besoin physique d'être rassuré et comment dire, comme contenu. Et donc, paradoxalement, le chef est mis en cause parce que lui aussi est dans cette situation-là et les personnes sont tentées de dire mais est-ce qu'il va être capable de cadrer la situation? Donc, il y a une mise en cause du leader très profonde. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, on parlait de l'attachement sécure. Quand on parlait dans les facteurs en fait, qui peuvent permettre de développer la résilience. Et l'attachement sécure, on disait que c'est au tout début de l'enfance, mais souvent on se rend compte qu'il y a un phénomène inconscient d'identification des managers à un parent, un rôle de parent. Et du coup, il peut y avoir ça, voilà, le rôle de parent qui cadre et tout n'est pas blanc ou noir, quoi. Il va falloir faire en sorte que l'environnement soit soutenant et que les personnes puissent être reconnues, écoutées dans leurs émotions et en même temps que ça se fasse de manière respectueuse. Et tout ça, c'est pas évident selon le cadre qui a été posé et l'environnement, comment il a évolué. C'est-à-dire que le cadre lui-même a tellement bougé, l'entreprise elle-même éclate et donc pour le déconfinement, qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce que le leader doit sans mettre des murs ou des cloisons, à minima, qu'est-ce qu'il doit consolider pour que tout le monde puisse s'appuyer dessus? Tu vois, il y a un rôle reconstructif, comme on dit. Enfin, je sais plus et j'aime bien l'expression que tu as dit de contenant, en fait. Oui, oui. Et ça, c'est si on revient, du coup, je vais revenir où on en était. Il y avait 4 éléments. Je pense uniquement que ces éléments-là sont clés. Le fait que les personnes puissent exprimer leurs émotions dans un environnement sécure et soutenant, ça veut dire qu'il va falloir mettre des règles à la parole pour qu'il y ait du respect, mais que chacun ait la place d'exprimer, parce que si on les refoule, elles vont s'exprimer de manière régressive, comme tu dis. Oui. Il y a l'attention à l'équilibre des personnes et comment elles sont physiquement, bien sûr, et là on est dans un contexte de santé, donc on va le faire peut-être plus facilement, même si on ne le fait pas dans d'autres contextes. Et puis il y a l'apprentissage de l'expérience. Tout à l'heure, l'exercice que je vous ai fait faire, typiquement, c'est des choses qu'on peut faire en équipe, de regarder les choses qui ont été difficiles, mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'on est là, on tient le coup, sur quoi on peut se baser? Peut-être que l'entreprise, l'équipe, elle a vécu d'autres crises. Comment est-ce qu'elle les a surmontées? À quoi on peut faire appel? Quelles sont toutes ces choses-là? Et souvent, on les oublie. Donc, le fait de regarder ça, c'est hyper important. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment est-ce qu'on donne du sens? Est-ce que ça va être pour repartir exactement comme avant? Ou au contraire, est-ce qu'on va pouvoir créer quelque chose de mieux qu'avant? Et on a remarqué, je pense tous, dans les réseaux sociaux, et puis il y a même des mouvements qui se sont lancés, un certain nombre de choses autour d'eux. Le jour d'après, qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi le monde d'après? Qu'est-ce qu'on en retire? Et finalement, c'est hyper intéressant parce que, en fait, tous ces mouvements-là partent de ce besoin humain qu'on a de créer un récit, de se dire, on n'est pas confiné là comme ça pendant 2 mois pour rien, juste on vit un truc, il y a des tonnes de personnes, enfin un certain nombre de personnes qui meurent, tout ça ne doit pas être pour rien. Qu'est-ce qu'on va tirer de ça? Et finalement, c'est un réflexe très salvateur et c'est un réflexe de résilience de réfléchir à ça. Du coup, pour le manager, c'est avec l'équipe, comment est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble quelque chose, donner du sens qui fasse que voilà, ce ne soit pas juste une expérience difficile de plus qu'on ait vécu, quoi. Moi, c'est ça qui me vient un peu avec ce que tu soulèves là. Oui, je trouve ça intéressant parce que tu mets le lien, la régression vient quand on refoule des émotions. Et je n'avais pas fait le lien avec le besoin d'exprimer des émotions que l'on ne fait pas. Enfin, comment dire. Et ça va très bien. J'ai 2 cas très précis, c'est exactement ça. Ah bah super. Merci Karine. Merci. C'est surtout que, et ça pose vraiment la question de l'acceptation des émotions en entreprise. Hein. Oui. Parce que moi j'anime un programme sur le travail en équipe, complètement digital. Et alors,
c'est amusant parce qu'on l'a monté en digital en 2016. Hein, donc, pour le coup, c'est largement avant le coronavirus, mais ça tombe bien là pour le cas. Et dans le travail en équipe, une des compétences, c'est comment est-ce que je prends conscience de mes émotions et je les accepte et je travaille avec et avec celles des autres. C'est en fait autour de l'intelligence émotionnelle parce que finalement, si on veut bien travailler en équipe, c'est un élément clé. Et puis, il y a 8 autres compétences dans le modèle que j'ai créé pour ce programme. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois, donc là, ça fait 3 ans et demi que je l'anime, la compétence qui est celle qui est la plus difficile, entre guillemets, pour les participants, ou en tout cas où ils disent « Waouh, mais vraiment, on a du boulot sur ça », c'est les émotions. Et c'est l'entreprise, je ne dirais pas le nom, mais c'est un leader dans l'industrie. Donc, voilà, on est un monde d'ingénieurs et les choses sont très carrées. Et en fait, on sait très bien qu'en réalité, les choses ne sont pas très carrées, aussi carrées que ça, et que même les décisions qu'on prend, il y a des études qui ont montré qu'en fait, elles sont prises de manière, entre guillemets, non rationnelle. Et après, il y a une justification rationnelle qu'on trouve, que le cerveau trouve, mais le premier instinct qu'on a, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un point majeur, en fait, cette place des émotions. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, je vous propose du coup qu'on passe sur l'échange en sous-groupe et se donner 10 minutes pareil pour échanger sur les défis et puis les leviers avec un focus bien sûr plus grand sur les leviers qui peuvent être tout ce dont on a parlé là ou peut-être même d'autres choses, d'autres idées que vous avez. L'idée, c'est vraiment de cross-polliniser et que chacun ressorte avec des idées pour la suite. Karine, dans un contexte managérial, hein, c'est ça? Oui, alors, dans le contexte managérial ou dans le contexte dans lequel vous êtes. Si vous n'êtes pas aujourd'hui manager d'une équipe, mais vous vivez quand même, comme tout le monde, ce qui se passe, quels sont les défis que toi tu anticipes pour ta reprise et les leviers dont tu disposes. Donc, l'idée, c'est pas de se forcer à se mettre dans une posture de manager si vous n'avez pas tous d'équipe, mais de trouver au moins quelque chose qui va être utile pour chacun. Ok, good. Et donc, du coup, hop là. Et du coup, je vais pas. Alors, il faut que. Il faut recomposer les groupes peut-être parce qu'il y a Oui, des c'est gens ça. qui... Et je suis en train. Mais les photos, voilà. Il fallait que j'enlève les photos parce qu'elles cachaient la fonctionnalité pour que je vous divise en sous-groupes. Alors, hop. Et oui. Et alors, on va. Bah oui, c'est plus sympa de les recréer. Comme ça, vous allez affecter 6 participants dans 2. Hop. Voilà. Et donc, c'est parti pour 10 minutes. Et Jean-Pierre, il faut que tu cliques sur rejoindre pour pouvoir rejoindre ton groupe. Marie, Catherine aussi. Donc Marie, tu dois avoir une petite fenêtre rejoindre qui est apparue. Et si tu veux rejoindre ton groupe, il faut que tu cliques dedans et n'oublie pas d'enlever muet aussi pour pouvoir parler avec eux. Est-ce que tu m'entends, Marie? Ah, voilà. Voilà. Vous êtes revenus de vos groupes. Du coup, on va procéder comme tout à l'heure. Je vais vous proposer de partager chaque groupe à tour de rôle. Donc, le premier groupe, on avait Angelina, Catherine et Jean-Pierre. Qui veut prendre la parole pour partager les échanges du groupe en n'oubliant pas d'enlever le muet? Exactement, mes excuses, autant pour moi. Alors, ce qui ressort du groupe, donc deux types de profils, en fait, profil en transition et profil indep. Donc, les leviers, capitaliser les savoir-faire et les domaines sur lesquels on peut animer son réseau et envisager l'éventualité d'élargir son périmètre de recherche. Et donc là, le défi principal, c'est le timing. Autre levier intéressant, c'est d'utiliser le concept du monde VUCA. Si tout le monde connaît ou pas? Je me vante pas, hein, la première fois que j'en ai entendu parler, moi c'était il y a 2 mois, hein, donc je vais pas faire le malin. Alors le monde VUCA, c'est le monde volatile, incertain,
Ça décrit donc un monde où plus personne ne sait trop où il habite. Et c'est un concept en fait, qui ne donne pas de certitude, mais qui au moins permet de donner du sens et un certain nombre de points d'ancrage dans l'incertitude. Donc le défi, bien évidemment, c'est de trouver du business, qu'on soit un salarié en recherche ou un indépendant ou même quelqu'un qui travaille dans une boîte et qui a besoin de trouver des clients dans cette période de crise. Ce qui ressort quand même, c'est que dans cette période de crise, plus personne ne sait où il habite. Donc, plus de gens que d'habitude ont besoin de coaching. Alors, ce qui rendrait le commercial plus facile pour les coachs. Donc, bonne nouvelle pour les quelques-unes coachs qui sont autour de la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le contexte particulier actuel, l'autonomie et la créativité sont des compétences clés. Et donc, il y a un certain nombre de certitudes, de croyances à débloquer pour justement permettre de dépasser tout ça. Donc voilà en gros ce qui ressort de nos discussions à nous. Super, merci Jean-Pierre. Et alors, deuxième groupe, on avait Marie, Olivier et Rémi. Qui veut prendre la parole et enlever le muet? Voilà. Ça y est, Olivier, vous m'entendez? Merci. On t'entend. Désolé. Bon, nous, écoutez, on est aussi dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y en a deux en transition et une indépendante aussi en recherche de mission. Donc, mais on n'a pas voulu nécessairement trop discourir sur nos situations personnelles. Bon, même si effectivement, c'est l'occasion de revoir effectivement son profil, sa démarche pour s'adapter à cette situation et mettre en avant, comme le disait tout de suite Jean-Pierre, en avant, je dirais, les compétences que les entreprises dont les entreprises risquent d'avoir besoin pour passer ce cap. Derrière ça, je crois que le défi, parce que trouver une mission, c'est bien, mais la plupart des managers vont être confrontés à un premier défi, de toute façon, ça va être de pouvoir embarquer le collectif. Et donc, les leviers pour ça, on vient d'en parler dans ton exposé, mais c'est sûr que ça demande une grosse implication au niveau des relations humaines, une écoute active, une communication, l'implication des troupes pour que chacun se sente concerné. Et avec une première étape préalable d'ailleurs, c'est comment bien écouter et faire parler les gens pour savoir comment ils ont vécu cette période, savoir effectivement ceux qui reviennent traumatisés, contraintes, quels sont ceux qui sont ravis de reprendre l'école, comme certains gamins au mois de septembre, mais c'est pas nécessairement la majorité. Bon, voilà, et donc faire un état des lieux psychique et mental des troupes, parce qu'il va falloir les remobiliser. Et ça, c'est un travail à faire également immédiatement, sachant que l'impératif du business fait que faut aussi garder un œil bassement matérialiste sur le cash de l'entreprise pour savoir si elle va pouvoir passer le cap. Voilà. Avec les incertitudes que ça peut laisser flotter. Parce que s'il y a un problème de cash, pour générer du cash, il faut faire plus de business qui ne va pas redémarrer tout de suite. Et éventuellement faire des économies. Ce qui va être un critère aussi anxiogène au niveau des troupes, si certains sont tentés d'aller dans cette direction. Voilà, donc, mais je suis d'accord avec l'idée que quand Jean-Pierre est intervenu, là, je me suis noté le mot boussole. Les troupes, les équipes vont avoir besoin d'une boussole. Voilà. Et je crois que c'est le défi premier du manager. Il va falloir montrer où est le nord. Et en fait, merci du résumé. J'aime bien cette expression-là parce que quand on parle du rôle du leader, du manager, il y a aussi donner le cap en fait. Tout à l'heure, je parlais des piliers, il y avait les objectifs et la vision. Et je crois que la vision, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long terme, qui donne du sens.
les objectifs, eux, peuvent et doivent sûrement être ajustés, d'ailleurs, vu le contexte. Mais ça permet d'avoir le sens. Et après, par contre, dans le comment, et là, c'est là où on revient sur les sujets dont on parlait tout à l'heure avec Angelina, est-ce qu'il y a une meilleure posture? Si on peut, si on a des personnes assez mûres pour justement les impliquer et réfléchir ensemble, comment est-ce qu'on va y aller? Parce que voilà, les gens comprennent les impératifs et comprennent les difficultés de l'entreprise, comprennent les difficultés économiques. Si on peut les embarquer dedans et trouver ensemble des solutions, là, on gagne énormément en engagement, en fait. Et du coup aussi, les gens gagnent vous vous souvenez, dans le modèle SCARF, il y avait le point qui était sur l'autonomie. Et plus on a de l'autonomie, mieux on se sent. Et l'autonomie, ça peut être aussi mon pouvoir d'influence sur la situation. Et plutôt que d'être juste, entre guillemets, un salarié ou un pion, on va dire, bah, toi, tu vas là, bon, bah là, non, il n'y a plus besoin de toi. De dire, bah là, on est en difficulté, mais ensemble, il faut qu'on trouve ensemble une solution. Quelles sont les idées? Qu'est-ce que vous pouvez proposer et engager? Bah, ça doit beaucoup plus permettre de créer de l'engagement et que les gens, du coup, se responsabilisent et ne soient pas en mode défiance patron-travailleur, mais finalement, bah, on a tous besoin de faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Sinon, effectivement, on est tous dans la même galère. Voilà. En espérant que ce soit plutôt un bateau de croisière qu'une galère au final. Ah, on est d'accord, mais c'est vrai, si on reprend le schéma des différents organigrammes, si je peux appeler ça comme ça, que tu as montré tout à l'heure sur le positionnement du manager, il faut que très vite il fasse un assessment. Oui, merci, c'est ça. Il faut qu'il fasse tout de suite un état des lieux sur sa garde rapprochée pour savoir voilà, quels sont les éléments forts sur lesquels il peut s'appuyer, là où il sent qu'il y a besoin d'accompagnement un peu plus important, de façon à ce qu'eux-mêmes tirer les troupes derrière. Et donc ça c'est un travail qu'il faut faire très vite, parce qu'il va falloir se concentrer sur les personnes qui auront le plus besoin d'accompagnement et d'aide, de soutien pour changer de mental en fait, et se remettre en marche et être donc un bon vecteur de diffusion et de motivation des troupes aux échelons inférieurs, entre guillemets. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ce sujet des défis, des leviers? Alors, du coup, tu voulais dire quelque chose, Catherine? Moi, j'ai l'impression que c'est même la vision qui va être revue. C'est-à-dire que le manager lui-même est au pied du mur, ou les codires au pied du mur, pour redessiner, redesigner la raison d'être de l'entreprise. Car le doute est tel que c'est aussi haut que ça qu'il est question de réfléchir. Enfin, je ne sais pas français ce que je dis. Non, mais c'est sûr que c'est hyper important parce que justement, avec ce qu'on a vécu, et ça, on en parlait dans le webinaire sur la posture managériale, ça questionne beaucoup le sens. Là, par rapport à la résilience, on a parlé du sens, mais le sens de ce qu'on fait, même la hiérarchie des emplois, on voit qu'il y a des métiers qui ne sont pas nécessairement très considérés ou qui sont considérés entre guillemets au bas entre guillemets de l'échelle sociale et qui sont pourtant des métiers qui sont hyper utiles et qui apportent vraiment. Et la question du sens de ce qu'on fait, est-ce que je contribue à quelque chose qui a du sens, qui est vraiment important, qui est utile individuellement et collectivement, elle a été posée là. Oui. Et du coup, la vision, effectivement, ça fait le lien avec ce que tu dis sur l'entreprise. Est-ce qu'elle est là juste pour générer du cash pour des actionnaires ou est-ce qu'elle contribue d'une autre manière au bien-être de la société, au bien commun qui appartient à tout le monde et est-ce qu'elle s'inscrit dans quelque chose de plus grand que juste l'aspect financier? Ça va être un élément hyper important pour motiver, pour garder les personnes engagées. Ça, c'est clair. Oui. Et du coup, celles qui ont aujourd'hui des activités
qui peut-être étaient moins bien considérés, mais qui sont le plus proches, entre guillemets, des sujets justement sociaux, humains, de contribution, etc., pour le coup, auront moins de défis sur ce côté-là. Par contre, en auront sur d'autres, et notamment comment est-ce qu'on va revaloriser finalement ces métiers, ces activités. Alors, je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas vous empêcher de dîner, de faire tout ce que vous avez à faire. Ce que j'aimerais bien, si vous voulez bien, c'est peut-être si on peut faire un petit tour de clôture de, je ne sais pas, une chose que vous retenez de cet échange qu'on a eu aujourd'hui. Et puis après, je vous montre un sondage où il y a 2 questions, je crois, de mémoire pour avoir vos retours sur le webinaire, ce que vous en avez pensé. Du coup, si vous voulez bien enlever les muets pour partager à tour de rôle quelque chose que vous retenez pour vous. Qui veut commencer? Moi, j'ai trouvé que ton animation était top. Que ça mettait en activité et j'ai apprécié. C'est la première fois que je travaille comme ça. J'ai l'impression de travailler, en fait, avec toi, de réfléchir. Et donc, ce que je retiens, c'est le lien que tu as fait avec, entre les émotions et les régressions que j'ai observées. Je retiens ça parce que je l'observe à plusieurs endroits autour de moi ou dans des coachings et je ne savais pas très bien, je ne suis pas thérapeute, moi je suis coach et je suis scientifique au départ et manager et je n'avais pas bien fait le lien avec le refoulement des émotions. Donc, je te remercie, vraiment très intéressant. Outre la sympathie de se retrouver entre nous, que je trouve très sympa aussi. Super, merci. Moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté de se projeter, de se dire attention, il va falloir être attentif à un certain nombre de choses. Dans la projection, on ne peut pas se projeter de cette manière-là. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir ce qu'on va faire demain, comment on va vivre, de quoi vont avoir besoin les sociétés. Et on a en partie répondu une partie sur la question. L'aspect humain, je pense qu'il va être très fort. Il y a un aspect technologique aussi qui va être assez fort. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne façon de se projeter, de se dire quand je vais être à nouveau confronté à l'autre, entre guillemets, comment je dois pouvoir agir. Et moi, j'ai apprécié aussi cette partie-là. Super, merci Rémi. L'interactivité, ça c'était original parce que c'est vrai que c'est la première fois que avec mon groupe de jeunes aussi, j'ai fait un petit atelier comme ça un peu interactif là, dans leur étude de marché. Mais c'est le premier webinaire, je dirais, pro, où il y a cette interaction. Donc techniquement en plus sans couac parce que ça a bien fonctionné. Alors qu'on a vécu pas mal de conférences ou de webinaires où il y avait des petits blocages, où on attendait le conférencier qui n'arrivait pas à se connecter. Donc, déjà, techniquement, voilà, c'était nickel. Et l'interactivité, ça donne de la convivialité, donc c'est très sympa. Et ouais, moi, je reste bloqué sur ton slide, là, pas bloqué, mais en pleine réflexion sur le mode de management qu'il faudra que j'adopte, sachant que je viens d'une expérience où j'étais le schéma de gauche, c'est-à-dire que tout le monde attendait que je prenne les décisions parce que c'était moi le patron. Et surtout, ne pas s'exposer en faisant preuve d'initiative et en osant exprimer ses idées. Et je sens bien que d'abord c'est une posture qui à la longue est fatigante. De la situation nouvelle, en fait, on ne sait pas ce qu'on va trouver comme situation. Donc, de toute façon, chaque situation sera unique, mais ces petits schémas vont permettre effectivement quand même de visualiser les leviers qu'on peut avoir et savoir où on va mettre le point vert en fonction de l'état des lieux qu'on pourra faire, notamment au niveau humain, mais effectivement, ça va être technologique, ça va être financier. Bon, voilà, on sait qu'il va falloir jouer sur tous les leviers. Mais je
crois que l'humain va être vraiment au centre, moi, des préoccupations des entreprises et de leur capacité à relever les défis, très clairement. Super, merci Olivier, je suis contente que tu aimais ça. Donc, si tu veux voir plus de choses sur ça, c'est derrière, il faut regarder le leadership situationnel. D'accord. C'est canadien, c'est super. Oui, Canadien. c'est très très bien. Je Alors l'utilise après, aussi. voilà, après dans la manière de l'animer, moi j'avoue que c'est un module que dans un programme de leadership que j'ai monté, il y avait un module que j'ai animé sur ça. Après, j'avoue que moi, le caveat ou le point d'attention que je mets dans ça, c'est de ne pas rentrer trop dans le côté très schématique et case. C'est-à-dire qu'on ne met surtout pas les gens dans des cases, c'est une grille de lecture qui permet de réfléchir. Et parfois, j'ai pu voir des personnes qui le présentaient de manière très « ah bah c'est comme ça, c'est ça, c'est ça ». Et du coup, ça peut devenir dangereux parce que ça peut devenir trop mécaniste. Mais à partir du moment où on le prend plus comme une grille de lecture et de compréhension, on peut même le sentir énergétiquement. Tu vois, comme tu dis, ben, si je suis tout le temps à gauche, ça va être fatigant, ça va être pesant, mais à des moments, ça va être utile aussi. Donc, c'est vraiment jongler avec ça, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça, il va falloir… voilà, c'est l'agilité qu'il va falloir développer pour savoir s'adapter, je dirais, à toute situation, mais aussi à tout groupe ou toute personne dans l'organigramme. Parce qu'il y aura peut-être plusieurs postures à avoir suivant les interlocuteurs que l'on aura au sein même de l'entreprise. Exactement. Et la difficulté, c'est ça, parce que ça demande quand même du temps, du recul. Et quand on est dans de la PME, qui est mon domaine d'intervention, et où on est quand même beaucoup dans l'opérationnel, c'est parfois compliqué. Bah, la première… facteur temps et disponibilité qui est difficile à gérer. La première base, en fait, c'est vraiment de l'écoute et d'être dans l'échange, en fait. Parce que du coup, c'est ça qui te permet de sentir, d'observer et de sentir ce qui est le plus juste, et puis d'essayer, et puis de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Oui. On continue peut-être le tour. Angelina? Ouais, merci beaucoup Karine, c'était super cet atelier, j'ai beaucoup apprécié. Et également comme le reste du groupe, c'est la première fois que j'ai fait un atelier assez dynamique, un groupe, donc j'ai appris des choses qu'on pouvait faire sur Zoom, merci pour ça. Et moi, c'est ce que j'ai retenu de l'atelier, c'est la partie d'accepter et apprendre des émotions. Donc pour pouvoir se projeter, toujours penser à c'est ce qu'on a appris ou c'est ce qu'on doit apprendre d'une situation, à capitaliser plutôt sur les leviers et savoir qu'en fonction de la situation qu'on vit ou de la situation qui vit l'entreprise, qu'on peut avoir différents positionnements de manager, que ça ne va pas être toujours les mêmes. Super. Merci. Merci. Ouais, merci pour vos retours. Moi, c'était aussi hyper sympa de partager ça avec vous. J'avoue que quand je l'ai préparé, j'étais un peu en me disant, mais là, le temps, c'est hyper court en fait pour un sujet comme ça. Bon, la preuve en est qu'on a débordé. Donc, merci de… C'est intéressant. Voilà, donc je suis contente quand même voilà, que ça vous ait intéressé parce que voilà, c'est un sujet qui m'a passionnée en fait dans la préparation. Et du coup, je vous propose juste un dernier sondage très rapide. Hop, il n'y a que 2 questions. Hop, et voilà. Bon, c'est plus pour la forme parce que là, je pense que vous avez partagé, comme on n'est pas très nombreux, du coup, vous avez partagé oralement. Je n'avais pas prévu qu'on puisse partager oralement, mais c'est super qu'on ait pu le faire. Et on a le droit à plusieurs cases, plusieurs réponses. Dans le deuxième, oui. J'en ai mis qu'un, moi. Dans le premier, non, mais… Dans le premier, il faut choisir. J'en ai mis qu'un, mais c'est pas grave, tant pis. De toute façon, c'était très bien. Karine, c'était super. Bah, merci beaucoup. Super. Et si jamais vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par les prestations que moi que je peux apporter,
n'hésitez pas à vous faire des relais. Du coup, je vous mentionne juste là rapidement. Moi, mon focus, c'est vraiment le leadership et la coopération à l'international. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est du coaching individuel et aussi du coaching d'équipe, en face à face, mais aussi à distance. Et heureusement d'ailleurs, parce que du coup, dans le contexte, ça, c'est aidant. J'anime aussi des groupes de co-développement, comme je le fais, la commission co-développement avec Antoine. Donc, ils peuvent être en face à face ou virtuel. Et puis, je travaille aussi sur tout ce qui est conception et animation de formation, virtuelle et présentielle. Et accompagnement d'organisation, c'est l'aspect plus vague, c'est que j'ai une casquette toujours conseil parce qu'en fait, je suis toujours en mode compréhension du besoin et selon le besoin, je trouve les outils qui sont appropriés. Donc voilà mon spectre. Donc si jamais vous connaissez des gens, des organisations, ça peut intéresser, n'hésitez pas à me recommander. Oui. Et tu nous envoies ces slides ou Oui, je peux vous les envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, non, mais parce que sinon je prenais une photo de tes coordonnées là, parce que voilà, j'ai tout dessus, même si on va te trouver on sait te trouver sur LinkedIn et oui, et dans puis le réseau. sur le réseau aussi. Mais je vous envoie les slides, comme ça vous avez de toute façon le contenu de ce qu'on a échangé. C'est plus intéressant. Ça, vous pouvez le trouver ailleurs, mais le contenu pas tel quel. Donc voilà. Puis, on a ton 06. Bon. Et du coup, j'ai une dernière petite question pour vous avant de